Donc c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Très content de vous retrouver pour ce troisième webinaire que nous avons organisé avec le CCOMS, avec la JPJA, le CH de la Chartreuse, le collectif Schizophrénie, l'information psychiatrique, le Psycom, l'UNAFAM et le Rêve. Alors, je rappelle que c'est un travail qui est fait, ces webinaires se situent dans un travail qui est fait depuis quelques années par le Centre collaborateur OMS sur la révision de la classification des maladies, donc la CIM 11, qui va arriver en application prochainement, et suite à un travail qui a été fait de longue date dans le cadre de cette révision pour voir la validité des diagnostics, leur utilisation et leur intérêt pour les usagers et les aidants. À partir de là, la question du diagnostic de la schizophrénie s'est posée, comme il s'est posé dans de nombreux pays dans le monde. Voilà, et nous avons décidé de mettre en place un groupe de travail pour faire des propositions françaises, voire francophones par la suite, au changement de nom et de concept de la schizophrénie. Alors, je tiens à vous signaler tout de même que ce webinaire est enregistré, voilà, pour être réécouté sur le site du CCOMS. Alors, nous aurons l'occasion aujourd'hui d'écouter de Mathieu de Villemorin, qui est ancien président de l'association Schizoï, Vincent Demassier, qui est président du réseau sur l'entente de voix, et Jocelyne Viato, qui est coprésidente du conseil scientifique de l'UNAFAM, vice-présidente de la délégation de Paris et administratrice nationale. Nous avons choisi aujourd'hui donc de laisser la parole aux usagers et aux aidants. Après l'avoir donné aux sociologues, chercheurs, philosophes, historiens, puis psychiatres, universitaires, et enfin aux usagers. Alors, en introduction, j'ai lu dernièrement le blog d'Agathe Martin, le blog Schizo, où elle parle justement du travail qu'on est en train de faire. Et bon, je vais vous citer tout de même une petite partie de son blog. La première chose à faire avant de changer le nom serait d'écouter les personnes concernées, dit-elle, directement par cette maladie. Et si les choses ont un peu changé ces dernières années, on en est encore loin. Écoutez-les sur notre expérience de la maladie, de la psychiatrie, des médicaments et leur absence. Écoutez quand nous revendiquons des droits. Écoutez-nous sans nous réduire à une maladie. Écoutez nos craintes, nos espoirs, nos envies. Écoutez-nous si vous voulez vraiment comprendre la folie. Écoutez-nous et arrêtez de parler à notre place. Écoutez-nous, bordel, dit-elle. Et si le changement de nom permet tout cela, alors je dis oui. Voilà, donc je pensais que c'était une bonne introduction pour ce webinaire. Donc je vais passer maintenant la parole à Mathieu de Villemorin pour une vingtaine de minutes. On prendra 10 minutes de questions après. Voilà, c'est Déborah Seban qui va animer le chat et les discussions après les interventions. Ensuite, nous passerons à Vincent Demassier, puis à Jocelyne Viato dans le même format, et nous terminerons par une demi-heure de questions-réponses et de discussions. Donc, vous pouvez poser toutes vos questions à travers le chat, réagir. C'est même très important d'avoir ces réactions de la part de l'ensemble des participants. À vous, Mathieu de Villemorin. Alors, vous m'entendez? Le micro est bon? Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Mathieu de Villemorin. Vous connaissez peut-être déjà qui je suis ou où j'évolue. J'ai été donc président de l'association Schizoï et l'association Schizoï appartient au collectif Schizophrénie que Jean-Luc Roland a cité tout à l'heure. Et je suis donc un patient rétabli. Mon diagnostic, disons, c'est la bouffée délirante polymorphe. Et dans la forme qui a été la mienne, c'était du délire mystico-millénariste, comme j'appelle ça. J'étais le sauveur du monde, ce qui est un rôle un peu au-delà de mes capacités. Donc, la crise
a été, j'ai eu 4 crises de ce genre, et la première au Brésil, où j'effectuais un voyage enfin, j'avais pris une année sabbatique pour faire le tour du Brésil. Et puis, je suis aussi l'auteur d'un petit ouvrage qui s'appelle Les Lunatiques. Voilà, pour la présentation. Alors, je suis né en 1960, donc j'ai 61 ans. Je suis rentré dans la maladie à 23, et puis finalement, j'ai mis plus de 30 ans le rétablissement, c'est aussi toute ma vie, disons, mais ça a été, je me suis retrouvé, je suis retombé sur mes pattes. Et cette question du changement de nom et de concept me semble très intéressante et vient à point nommé. Alors, j'ai donné mon âge, c'est pour vous dire simplement que quand ça m'est arrivé, donc en 1983, il y avait beaucoup de choses qui existent maintenant qui n'existaient pas, justement. Et dans l'introduction qu'a donnée M. Roland, les choses ont quand même bougé. Moi, justement, les associations qui sont des strates intermédiaires, disons. Lorsque je suis allé à Sainte-Anne en 1989, il y avait une assistante sociale qui m'a accompagné pour savoir si dans mon courrier il y avait la traite pour mon loyer. Mais il y avait, une fois que j'étais sorti de l'hôpital, on était rendu à la vie civile et on était laissé, disons, il n'y avait pas d'accompagnement, enfin, c'était tout à fait encore rudimentaire. Bon. Et donc, pendant ces plus de 30 ans, j'ai pu travailler, j'ai pu me remettre d'aplomb entre les crises, et j'ai surtout, je me suis marié, j'ai un fils, et j'espère que ça... attendez, j'ai du bruit dans mes écouteurs. Non, c'est bon? C'est bon, c'est bon. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que j'ai eu une vie, malgré les rechutes. Si cette réflexion sur le changement de nom et de concept intervient maintenant, je pense en effet que la schizophrénie en elle-même, le mot et le concept vont de pair et ne correspondent plus justement à cette réalité du soin qui a évolué et de la prise en charge et aussi de l'engagement ou oui, le patient, disons, est co-auteur et il est à la barre de son rétablissement. Et ça, c'est très important pour moi. C'est ce à quoi je gère. Alors, j'avais fait, et M. Alain Danet du GCS, qui est associé au CCOMS de Lille, m'avait la parole dans la lettre numéro 61. 4 questions m'avaient été posées, 3 ou 4 questions, sur justement ce sujet du changement de nom et de concept. Ce qu'il était important de faire au début, et c'est comme ça que j'ai articulé mon introduction, c'est que le concept et le nom sont intimement liés, je l'ai déjà dit, mais le terme scientifique est bien choisi par Belair, la fracture du raisonnement ou de l'esprit. Mais je voulais trouver quelque chose qui soit moins justement difficile, parce que le mot même est difficile à prononcer, à écrire, et représente l'image qu'on en a tout de suite
du fait divers sanglant ou violent. Et c'est une réalité qui ne correspond pas justement à ce que vivent les usagers pour la plupart. Alors, je vous lis simplement ce que j'avais écrit à l'époque dans cette lettre du GCS 61 de mars de cette année. Il y a deux branches. Il y a celle qui est plus liée à disons, un sentiment de, enfin, j'allais dire poétique, et puis quelque chose de plus rigoureux scientifique, avec des des critères rigoureux scientifiques qui fassent appel justement à un savoir scientifique qui serait réservé à la faculté. Donc, il y a ces deux choses qui s'opposent, disons. Une approche plus généraliste pour trouver un nom et un concept, et une approche plus scientifique. Alors, moi, je suis plus dans la partie généraliste et, entre guillemets, littéraire ou poétique. Mais si j'ai choisi de commencer par cette introduction et ces deux branches ce choix entre le scientifique ou le général, c'est juste pour donner le choix, parce que les deux sont légitimes. Mais en ce qui me concerne, pour arriver à exprimer ce choix, j'étais au départ très réfractaire à tout changement, justement, parce que je trouvais que la schizophrénie donnait le ton, c'est-à-dire que c'est une maladie difficile, et donc l'énoncé même donnait l'information que ce ne serait pas une partie de plaisir. Mais j'ai évolué parce que pour la bipolarité, par exemple, il y a un patient, on raconte ça, je crois, qui voyait un ancien psychiatre qui lui avait dit « Vous souffrez de troubles maniaco-dépressifs ». Et il n'avait pas du tout accepté son diagnostic. Donc, il ne s'est pas soigné et il a fait donc un refus de soins. Mais il n'en est pas mieux pour ça, donc pour cause. Donc, il est allé reconsulter plus tard et le médecin avait pris sa retraite et il est tombé sur un jeune praticien qui lui a dit « Mais monsieur, vous souffrez de bipolarité ». Et du coup, il a tout à fait accepté son diagnostic et il a commencé de se soigner. Donc, c'est le côté pragmatique du changement de nom pour cette même affection psychiatrique ou psychique qui a permis l'adhésion aux soins. Et j'aimerais vraiment pouvoir suggérer, ou en tout cas proposer peut-être, cette même inversion du point de vue pratique et trouver un nom, en effet, qui puisse fédérer et que les patients s'y reconnaissent. Et moi, je trouve, enfin, je pense qu'il y a plusieurs pistes. Le terme de résilience, au départ, c'est aussi un principe de physique. C'est appliqué aux métaux. Et le concept de résilience a vraiment très, très bien fonctionné parce qu'il fait le pendant d'une réalité tout à fait remarquable. Alors, j'avais trouvé, et c'est amusant que Jocelyne, dans son fond d'écran, est un pont parce que j'étais tombé sur ce principe de résonance mécanique. La résonance mécanique, ça a été vérifié malheureusement, tragiquement, 2 fois de suite, une fois en Angleterre, une fois en France, lorsque les troupes en marche, cadencées,
traverse un pont et le pont rentre en résonance justement avec le pas cadencé de la troupe et finit par s'effondrer. Donc, les chefs de peloton ou de section doivent interrompre la marche, rompre la cadence, marcher normalement et reprendre le pas cadencé après que le pont soit passé. Et je trouvais qu'on pouvait proposer le terme de résonance psychique ou résonance, voilà, les troubles de la résonance psychique. Ça, c'était une idée pour faire donc appel à un principe de physique, la résonance mécanique, appliquée aux troubles mentaux ou psychiques. Ça, c'était mon idée, disons, la plus innovante dans un sens. Et puis, j'ai deux autres propositions qui sont là aussi liées à mon parcours et où j'ai côtoyé la psychanalyse, dans le sens où j'ai longtemps pratiqué cette discipline, disons, pour moi. Et je suis tombé sur ce dérèglement intérieur qui était le mien et d'essayer de rassembler les morceaux épars de ma personnalité pour retrouver justement cette cohésion intérieure que la maladie avait répandue aux quatre coins de Paris façon Pulse. Eh bien, j'avais eu l'idée de proposer les troubles de l'unicité de soi ou l'unicité du sujet, ou alors les troubles de l'unité de soi ou de l'unité du sujet. Pour réintroduire le sujet, en effet, nous ne sommes pas des maladies ou des étiquettes sur lesquelles sont inscrites les noms des maladies, nous sommes des personnes, des sujets, et je trouvais que le TUS, l'unité ou l'unicité de soi ou du sujet, les TUS pouvaient remplacer assez bien, même fort bien, le terme de schizophrénie. J'avais pensé peut-être aussi aux troubles du spectre de la schizoïdie, ou le trouble du spectre, comme on dit, le trouble du spectre autistique. Mais encore une fois, essayer je voulais céder les anciennes déterminations. Enfin, donc, voilà. J'ai 10 minutes, oui, j'ai encore un peu de temps. Voilà, en gros, mes trois propositions. Alors, pour peut-être encore élargir le débat, mais les termes que j'ai employés sont des termes qui peuvent être traduits. Donc, la résonance doit avoir son équivalent en anglais, et les troubles de l'unité de soi ou de l'unicité du sujet, ça donnerait unity, self-unity disorder. Donc là aussi, il y a une possibilité de traduction en anglais. En revanche, la dernière idée que j'ai eue, puisqu'on s'occupe de folie, c'était de proposer un jeu de mots, une construction, un néologisme qui serait la résonance avec R-A-I pour raison, plutôt que la résonance R-E accent aigu. Et j'aurais été atteint, disons, de crise de résonance psychique. Et ce néologisme ou
presque ce jeu de mots, cette construction, en tout cas, alors là, me plaît dans le sens qu'elle est amusante, enfin qu'elle est spirituelle peut-être même, mais alors là, totalement intraduisible. Donc, je l'auto-réfute. Mais voilà, le terme de ma réflexion, j'arrive au bout. Donc, TUS, trouble de l'unicité de soi, trouble de l'unité du sujet. On choisit ce qu'on préfère. Pour rendre compte de cet éparpillement de la personnalité que moi j'ai ressenti profondément, ou alors la résonance psychique ou mentale et le néologisme de la résonance psychique ou mentale. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Bien, merci Mathieu de Villemorin, c'était très intéressant. Donc, vous partez essentiellement sur un changement de nom. Donc, pour rappel, un trouble de la résonance psychique, trouble de l'unité du sujet ou l'unicité de soi, ou alors crise de résonance psychique, oui, trouble de la résonance psychique avec AI. J'entends plus rien. Allô, vous m'entendez? Oui. Donc, trouble de la résonance psychique. J'entends rien. Ah, votre micro est bien. Oui. Bah, si, nous, on vous entend bien. Hein. Vous m'entendez? Vous m'entendez? J'entends rien. Bon. Nous, on vous entend très bien. Ah. Allô? Ça y est? Oui, c'est bon. Voilà, donc j'ai repris vos propositions. C'est surtout un changement de nom que vous proposez qui va entraîner un changement de conception, si j'ai bien compris. C'est-à-dire qu'en le nommant autrement, on va le considérer autrement. Donc on a trois possibilités. Donc la trouble de la résonance psychique, trouble de l'unicité de soi ou de l'unité du sujet, et enfin trouble de la résonance psychique avec un AI. Bon. On laissera de côté le trouble du spectre de la schizophrénie, puisqu'on a dit qu'on essayait de changer de nom. Voilà, donc je vais passer la parole à Déborah pour animer la discussion à partir du chat. Merci, Monsieur Roland. Par contre, je pense qu'on va peut-être, pour l'instant, il n'y a pas de questions dans le chat. Il y a des remarques et des commentaires sur l'intervention de Monsieur de Villemorin. Mais peut-être que, du coup, je vous propose que l'on avance, que les autres intervenants puissent prendre la parole et peut-être qu'il y aura des questions ensuite groupées pour vous trois, ou alors le temps que voilà, les personnes puissent faire des commentaires dans le chat. Donc, je vous repasse la parole. Merci. En tous les cas, encore merci, Monsieur de Villemorin, aussi pour l'historique de votre changement de position par rapport à la schizophrénie et au fait qu'effectivement, il faut trouver un mot qui soit plus acceptable et pour les médecins et surtout pour les personnes concernées pour permettre des soins. Donc, je vais passer la parole à Vincent Demassier, donc président du réseau Sur l'entente de voix. À vous, Vincent, pour une vingtaine de minutes. Bonjour à tous, merci de l'invitation. Changement de nom, de concept sur la schizophrénie. Changer de nom, longtemps je me suis battu pour dire que c'était pas une bonne idée. J'ai des tas d'amis bipolaires qui ont eu un diagnostic de maniaco-dépressif où le changement de nom a permis d'avoir quelque chose qui est devenu à la mode. Qui était socialement peut-être même bien d'afficher que l'on soit ou pas diagnostiqué d'ailleurs bipolaire. Et on s'aperçoit que maintenant, à nouveau, au niveau du retour à l'emploi, au niveau de l'intégration, ça devient encore à nouveau stigmatisant et on retombe sur les mêmes travers, comme quoi un beau nom finit toujours par rejoindre une réalité d'un concept ou d'une définition qui est répétée par les institutions, par les médias, par quiconque.
Et donc, c'est pour nous, en tout cas, important non pas changer de nom, mais vraiment de concept, ce qui me paraît, pour moi, indispensable. Euh, je ne vais pas chercher à critiquer la schizophrénie ou quoi que ce soit, parce que bon, euh, je vois pas l'intérêt. On est des tas à dire qu'on s'y retrouve pas, qu'on n'est pas d'accord avec ça. Je suis plutôt parti dans la réflexion que je vais vous amener là de mon parcours, d'une analyse plutôt hyper précise de mon expérience perso, mais aussi celle des groupes d'entendeurs de voix, des groupes parano, des groupes d'échange, d'interaction sur les plans d'action rétablissement auxquels j'ai participé, que j'ai construit, que j'ai développé aussi, et qui m'ont permis de me développer moi aussi personnellement et de faire mon parcours d'établissement, mais aussi depuis parler aussi depuis ma sortie de rôle de patient psychiatrique. Euh, Depuis mon expérience professionnelle et militant au sein du REV, hein, qui est le réseau français sur l'entente de voix, mais aussi du réseau international Intervoice, puisqu'on représente plus de 40 nations, et dont je suis membre du conseil scientifique, et aussi d'autres associations comme le GEM des Ch'tis Bonheur, où je suis là actuellement à Ronchin. Euh, du coup, je vais vous donner voilà, une petite ébauche voilà, de ce qui est ressorti de tous nos échanges. Euh, En 4 points, assez courts d'ailleurs. D'abord, partir que le diagnostic de schizophrénie pardon, ne décrit pas l'expérience vécue de la personne, car très peu s'y reconnaissent. Et on l'a vu d'ailleurs au niveau de l'étude de la CIN qui a été menée par le CSEMS. Donc, je disais qu'on ne pouvait pas se reconnaître dans ce diagnostic de schizophrénie. On ne peut que l'accepter tel quel, ou au moins s'y soumettre. Et cela, d'ailleurs, ça a plutôt une conséquence pratique que soit on adopte et on apprend à avoir un rôle de patient psychiatrique en se conformant, je dirais, plutôt scrupuleusement à ce qu'on nous explique être notre maladie, parce que moi j'ai aussi eu ce diagnostic. Soit ça nous amène à une défiance vis-à-vis de la proposition du corps soignant, qui d'ailleurs requalifie ça ou reformule ça en termes de déni, le fameux déni des maladies. Et je pense que plutôt à la place, on pourrait avoir des propositions de description des difficultés rencontrées par la personne en lien avec l'histoire de vie, ce qui, pour nous, à notre avis, faciliterait le travail des professionnels ainsi que l'alliance de travail avec nous. L'idéal pourrait être de développer des compétences professionnelles qui seraient co-construites euh, sur la formulation des difficultés rencontrées par les personnes. Alors, je prends les exemples qui me paraissent le mieux, mais ce n'est pas les seuls outils, hein. Il y a un exemple tel que le travail qui existe au sein du rêve, qui est le construct qui a été élaboré par Marius Rom pardon, et Sandra Escher. Marius Rom, qui est un psychiatre social sur Maastricht aux Pays-Bas, et Sandra Escher, qui est une journaliste scientifique. Et si besoin, cela pourrait donner lieu, alors pour nous en tout cas, s'il faut un diagnostic, même si on n'aime pas trop ça, mais il en faut pour des attributions d'allocation, pour permettre aussi des travaux de recherche par rapport à ça, pour aussi permettre de rentrer dans des droits. On pourrait partir sur un label ou un diagnostic qui serait expérience psychotique associée à des événements de vie traumatique. Qu'on différencie du PTSD, euh, parce que là, on ne travaille pas spécialement sur le traumatique, mais vraiment sur l'expérience qui est associée à ces événements de vie traumatiques. En deuxième point, le processus de post-diagnostic de schizophrénie, ça n'incite pas vraiment les cliniciens, en tout cas, à rechercher les causes des difficultés. Et, euh, et à l'inverse, la proposition d'une formulation qu'on construit en lien avec l'histoire de vie invite à voir et à relever les éventuelles connexions. La conséquence pratique, parce qu'il faut quand même aussi quelque chose de pratique derrière tout ça, la conséquence pratique, c'est l'articulation avec des propositions concrètes d'action et donc l'empowerment de la personne avec des outils comme travailler avec les voix, travailler sur un habitat adapté, travailler sur un espace sécuritaire.
mais quand c'est fait dans la co-construction et pas dans la gestion de symptômes, c'est quand même autre chose qui se passe. En troisième point, il y a le diagnostic de schizophrénie qui induit une chronicité, quelque chose de statique. Même si le diagnostic par lui-même le décrit pas, quand on regarde et le DSM et la CIM, il y a toute une histoire derrière où on dit que de toute façon c'est la vie. Le traitement pharmaceutique, les médicaments nous sont proposés en disant de toute façon ça sera un traitement que vous devrez prendre à vie. Et il y a quelque chose qui est dans l'ordre de la condamnation d'une maladie qu'on devra supporter toute notre vie. Et à mon avis, ça aussi, c'est un frein énorme parce que comment voulez-vous que des gens rebondissent ou se disent je peux prendre ma vie en main, je peux me battre, je peux avancer contre ce qui m'arrive si on leur dit de toute façon qu'on est des gens foutus parce que c'est le raisonnement qu'on arrive à avoir au bout de quelques temps si on se résigne à y adhérer. Donc, une proposition alternative intéressante devra induire un processus dynamique. Toujours avec cette idée de formulation construite qui permet ça en associant les difficultés de la personne à sa vie et surtout que les deux continuent d'évoluer au fur et à mesure que les difficultés sont dépassées avec l'aide des propositions de soins que la formulation construite permettra de travailler aussi sur l'évolution de cette co-construction qui évolue elle aussi, pardon. À terme, les personnes pourront donc, à mon avis, se réapproprier le processus et vivre sa vie de manière autonome, parce que notre but quand même à tous, c'est pas d'être étiqueté, parqué, institutionnalisé, mais bien d'avoir une vie comme tout le monde. Alors, pour reprendre le terme de M. Roland, c'est dans la cité, voilà, mais parce que simplement, on est des citoyens déjà comme des autres, et que pour être des citoyens comme des autres, on a le droit de retourner chez nous, dans un chez nous comme les autres, d'avoir droit à un logement comme les autres, d'avoir le droit à un travail comme les autres si ça nous intéresse, d'avoir le droit de faire tout comme tout le monde. Et ça, c'est important. En quatrième point, le diagnostic de schizophrénie est souvent associé à une prescription systématique de médicaments psychotropes. Le fait du diagnostic et de tout ce qui en sort, ça entraîne globalement une surprescription, parfois complètement, à mon avis, inadaptée et rarement remise en question, qui prive déjà la personne de ressources pour son rétablissement. Parce que le nombre de nous qui souffrons de surpoids, de manque d'énergie, de baisse de l'estime de soi, moi je rappelle quand même que dans mon parcours en psychiatrie, après 15 ans et 2 passages en UMD, j'étais quand même arrivé à plus de 240 kilos. Et qu'à ces moments-là, quand j'avais la tête de travers et le filet de bave, on me disait que j'étais à peu près stabilisé. Si c'est l'image d'une représentation d'un diagnostic et de ce qu'on nous permet d'aboutir, c'est quand même compliqué. Et donc, à l'inverse, la formulation co-construite qui éclairait des liens entre l'expérience psychotique et l'histoire de vie, en suggérant des actions concrètes, parce que le but d'un diagnostic, c'est aussi de permettre d'élaborer des actions concrètes, aussi bien pour la personne, mais aussi bien pour l'équipe des soignants ou des accompagnants, et pourquoi pas des familles qui pourraient être auprès de nous. Entreprendre ce lien, mais je dirais automatiquement en action les valeurs et les capacités d'action de la personne. Alors, il y a de nombreuses prescriptions qui seront évitées, les rechutes aussi. La personne qui met en place des choses qui l'aident à surmonter ses difficultés, globalement, je dirais, le volume de prescription sera réduit. On le voit déjà dans les services où on travaille sur le rétablissement et où on prend en compte un peu tous ces liens-là. On a une réduction des coûts pour la collectivité, une réduction des effets néfastes sur la santé des personnes, parce que je rappelle quand même que l'espérance de vie pour les gens qui ont un diagnostic de schizophrénie est de 15 à 20 ans inférieur au reste de la population. Et c'est quand même quelque chose qui est, à mon avis, horrible. Ce changement de nom est un changement de paradigme. Il nécessiterait aussi un changement des pratiques. Il faut donc se consacrer initialement. Il faut consacrer plus de temps dès le début parce qu'on changera plutôt que de passer sur le repérage de symptômes qui mènerait à un diagnostic de schizophrénie. Ça permettrait ce nouveau diagnostic, en tout cas,
de consacrer plus de temps à la personne pour construire une formulation de ce qu'elle vit et donner un sens entre sa vie et sa pathologie. Mais ensuite, le processus permettra de se collectiviser avec des experts d'expérience, des patients experts et aussi de l'homme professionnel, à mon avis, retrouveraient du sens à leur travail au-delà de protocoles qui sont pour l'instant des protocoles de soins systématiques. Et d'ailleurs, j'invite les cliniciens à partir dans ce sens-là. Donc, moi, je suis plutôt partant pour un label ou un diagnostic qu'on pourra appeler expérience psychotique associée à des événements de vie traumatiques. On se base, en tout cas, y compris avec le conseil scientifique, sur des éléments de référence. Je ne citerai ici que trois auteurs de travaux de recherche qui sont John Reed, Richard Benton, et Varese, qui ont fait des études et quantitatives et qualitatives, parce que je crois que le panel va jusqu'à plus de 50 000 patients, ce qui est quand même énorme, sur les liens de vie traumatique, sur les liens entre vie traumatique et symptômes psychotiques, qui montrent d'ailleurs que sur les recherches d'éléments fondamentaux d'association entre diagnostic de troubles psychotiques et événements de vie traumatique, on trouve absolument pas systématiquement statistiquement, de liens significatifs. Mais étonnamment que lorsqu'on fait un travail de recherche entre événements de vie traumatique et symptômes, c'est-à-dire quand on parle pas du diagnostic, mais on parle de la vie, et donc d'événements de vie traumatique et symptômes, on trouve un lien statistique qui est significatif. Et c'est là où tout le poids d'un diagnostic tel que la schizophrénie qui vous englobe quelque part fait on oublie un peu tout le cursus de vie de la personne et tout ce qui lui permettrait de rebondir pour reprendre un cursus de vie qui lui paraît satisfaisant. D'ailleurs, si on discute avec les auteurs, les trois d'ailleurs, les mots de symptômes sont exclusivement utilisés à des fins de publication. Voilà, parce que eux préféraient parler d'autre chose que des symptômes pour éviter de remettre ça dans une maladie, mais plutôt sur des conséquences de parcours de vie. Et d'ailleurs, si vous allez chercher un peu dans ces travaux de recherche, les trois se rejoignent aussi, où ils distinguent d'ailleurs des trois types d'expériences qui sont d'expériences psychotiques, qui sont les hallucinations auditives, une deuxième qui est considérée comme la paranoïa et la troisième qui sont des troubles du cours de la pensée. Et donc, j'en aurais fini là et j'espère qu'il y aura des questions où on proposerait en tout cas un label. Et moi je parle de label, mais il faut pour rentrer dans les qualifications par les diagnostics d'expériences psychotiques associées à des événements de vie traumatiques. Voilà. Écoutez, merci Vincent Demassier pour ces propositions très claires. Vous appelez une co-construction, et ça c'est vraiment important. Et c'est un peu toute la démarche qui est faite ici par le Centre collaborateur OMS. Alors, l'expérience psychotique associée à des événements de vie traumatiques, alors ça change un peu de la classification traditionnelle, puisque les dernières classifications, que ce soit la CIM ou le DSM, ne font pas référence à une étiologie. C'est-à-dire qu'ils s'en tiennent uniquement aux troubles sans étiologie. Donc là, vous amenez le contexte d'événements de vie traumatiques que vous différenciez du PTSD. C'est d'ailleurs intéressant de savoir pourquoi vous le différenciez du PTSD, de l'état de stress post-traumatique. Voilà, je vais voir. Est-ce qu'il y a des questions au niveau du chat? Est-ce que Deborah Seban? Il y a des commentaires, mais Oui. il n'y a pas de questions. Petite remarque parce qu'on a fait un mot dans le chat, mais n'oubliez pas de bien sélectionner à tous les panélistes et participants quand vous quand vous écrivez un commentaire pour qu'il soit lu de l'ensemble des participants. Sinon, il n'y a que les panélistes qui peuvent le voir. Voilà, c'est juste un petit rappel et puis ça permettra les échanges directement sur le film. Mais pour l'instant, pas de
pas de questions. Je pense qu'on peut continuer. Moi, je vais mettre de côté l'ensemble des commentaires et puis on pourra discuter ces commentaires. Peut-être donc la question que je vous ai posée, pourquoi vous différenciez de l'état de stress post-traumatique? Parce que c'est important dans la définition. Justement parce que dans l'explication de la CIM, alors vous avez employé des mots bien plus construits que les miens sur cela, mais ce qu'on prône aussi, c'est un changement dans ce système de classification qui est sur la CIM ou sur le bouquin d'un psychiatre américain, là, comment il s'appelle-t-il déjà, celui qui trouve les médicaments? Voilà, ça m'empêche de dire ma méchanceté dessus. C'est vraiment que on est dans une recherche de symptômes et donc de maladies, et que quand on part du PTSD, on ne travaille, ou enfin, pas exclusivement, mais parce qu'il y a beaucoup de changements en ce moment-là, que sur le trauma. Voilà, il y a des tas de personnes qui ont des éléments de vie traumatiques, qui peuvent faire un parcours de rétablissement, s'en sortir sans pour autant travailler sur un trauma. Le trauma est toujours sujet à interrogation, à questionnement, quand il est défini comme tel par un regard de la société sur ce que sera un trauma. Et au niveau culturel, le trauma est en temps compliqué. Et que nous, ce qui nous intéresse plus, c'est surtout le lien entre entre la vie, le parcours de vie, avec entre autres cet élément traumatique, mais ce n'est pas que ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler que sur un événement, enfin que sur un élément traumatique, sans parler sur le reste, sur la conséquence, sur là où ça nous a conduit, et que du coup, ça va au-delà du trauma. Voilà, il y a des personnes qui ne vont jamais travailler sur leur trauma et qui arrivent à s'en sortir. Il y a des personnes qui travaillent sur leur trauma, mais il n'y a pas que ça, il faut travailler. Et réduire la vie ou la cause qu'au trauma, sans penser à tout ce qu'il y a, à l'environnement et tout ce qui se passe autour et tout ce que ça a engendré dans une succession, dans une cascade, ça serait encore un peu trop réducteur. C'est pour ça qu'on ne veut pas le réduire à un PTSD. Voilà. Alors, je ne sais plus comment on dit en français d'ailleurs. État de stress post-traumatique. Voilà, donc, merci. ça serait plus une expérience psychotique associée à des événements de vie. Il ne faudrait pas mettre traumatique. C'est différencier. Alors, c'est pas qu'on veut le différencier, c'est que pour nous, il est important de marquer événement de vie traumatique, parce que là aussi, on s'aperçoit que, personne n'est dupe, hein, dans les professionnels de santé. Dans leurs patients, ils entendent régulièrement des histoires de vie qui sont cauchemardesques. Enfin voilà, ils entendent des parcours de vie qui sont chaotiques, qu'on peut mettre soit parce qu'ils ont été psychotiques et que ça a engendré des choses, soit ou d'ailleurs on met un flou artistique, on dit ouais, mais est-ce que c'est vraiment vrai ou pas? Je pense en tout cas que le traumatisme n'est pas quelque chose à rejeter, parce que trop souvent, nous on l'entend dans les gens qui commencent ou dans les témoignages. On parlait tout à l'heure du blog j'ai oublié, Muriel Martin, je crois que c'est ça. Agathe Martin. C'est pas Agathe, je pense pas. Mais dans les témoignages de gens qui témoignent de traumatismes qu'ils ont subis, et des professionnels qui disent mais tu m'en as jamais parlé, mais en même temps on leur a jamais posé non plus la question. Et je pense que ne fait que de dire bah oui, ça peut avoir un lien avec un événement de vie traumatique, c'est aussi laisser toujours la porte ouverte parce que les gens puissent s'exprimer là-dessus. Voilà, des choses traumatiques, il peut en avoir de toutes sortes. Et je pense que si d'office on le cache, ou dans une société qui empêche souvent pour des tas de raisons de s'exprimer sur ces moments-là, et qui fait qu'on se construit avec ça sans que ça soit su ou que ça soit tu, parce que ça se passe dans les familles, parce que ça se passe dans les institutions, parce que ça se passe dans un cadre où on devrait être protégé, ou un cadre où logiquement on ne peut rien dire parce qu'il y a le poids, je sais pas moi, d'une culturelle, le poids d'une religion, le poids d'une institution, le cacher ou ne pas oser l'afficher, c'est aussi déjà dire aux gens, on parle pas de ça parce qu'il faut un peu le taire. Voilà. Et je pense que du coup, il n'y a pas de raison de ne pas vouloir le mettre, parce que étonnamment, c'est là où j'invite les gens à dire vraiment, alors,
Richard Menton, John Reel, un peu moins Varese à ce niveau-là, mais sur les liens entre vie traumatique et symptômes, parce que là, on s'aperçoit que il y a un taux énorme de gens qui se retrouvent avec des diagnostics psychiatriques différents, d'ailleurs, selon le type de, de, de traumatismes qu'ils ont subis, parce que selon qu'on a eu des abus, subi des violences physiques, on a plus ou moins tel ou tel diagnostic qui tombe. J'ai plus les chiffres exacts en tête, mais principalement on tombe sur la bipolarité, même s'il faut surtout pas en faire une généralité non plus. Mais enfin, c'est quand même des choses qui sont récurrentes si on part de la vie des gens et non pas du diagnostic pour redescendre. Et pourtant, c'est les mêmes panels et c'est les mêmes personnes. Et du coup, c'est un peu surprenant cette étude de voir comment, quand on enferme quelqu'un dans un diagnostic avec tout ce qu'il comporte, et ça empêche déjà la personne de rentrer dans un parcours de soins et de rétablissement. Voilà. Et ça aussi, ça empêche des professionnels de pouvoir accompagner la personne dans ce parcours de rétablissement. Et je pense que de toute façon, dans nos pays, quand on va mal, on finit par tomber et d'abord par les urgences et après, quand on est super mal dans les services de psychiatrie, mais où voilà, on est enfermé par des diagnostics qui nous empêchent de bouger, où les professionnels sont eux-mêmes enfermés. Voilà. Je pense qu'il y a des professionnels qui ont envie de bouger autour de ça, mais c'est pas si évident que ça, parce qu'il faut aussi toujours, pour des questions de papier, avoir un diagnostic qui soit posé, qui soit reconnu, qui soit validé pour avoir des droits. Mais c'est aussi quelque chose qui peut être super stigmatisant dans tous les sens du terme, hein, parce que on finit nous-mêmes par s'auto-stigmatiser. Moi, je me souviens, pendant des années, je m'appelais plus Vincent de Massier, mais j'étais bonjour, je suis schizophrène. À la rigueur, j'ai rajouté Vincent en tout petit derrière, où j'étais bonjour, c'est Vincent, je suis schizophrène. Voilà, j'avais mon passeport, j'avais mon étiquette ici, où on s'enferme là-dedans, où on est une sorte on autogère notre chronicité, j'allais dire, où on devient du coup même pour nos proches, que des malades, j'allais dire, même s'ils nous aiment toujours autant, même si dans le meilleur des cas, ils nous aident. Euh, mais on est quand même enfermé dans quelque chose qui est très peu évolutif parce qu'il y a quand même cette sorte de condamnation qui n'est pas écrite vraiment dans les trucs, mais qui est engendrée par ça et qui est engendrée par une médication et tout ça. Comme quoi, on serait des gens malades à vie. Voilà. Moi, j'ai eu plein de symptômes qui sont encore là, qui sont des symptômes de la schizophrénie, vu selon le diagnostic de la schizophrénie, comme des hallucinations auditives, voilà, que moi j'appelle l'entente de voix. Mais en tout cas, ces ententes de voix, même si elles ne sont pas pareilles, m'ont pas figé dans quelque chose de foutu, mais m'ont permis en tout cas de travailler dessus, de voir pourquoi elles étaient là, de donner un sens à tout ça. Même si moi j'ai mes croyances sur les voix qui ne sont pas les mêmes des autres, mais ça à la rigueur on s'en fout. Le principal c'est que la personne puisse se construire avec quelque chose qui peut être vu comme symptomatique, mais voilà, mais du coup il n'y a pas une fatalité. L'important, je pense, dans un changement de paradigme et de diagnostic, c'est comment une personne qui souffre peut se retrouver dans ce diagnostic, comment une personne qui souffre peut prendre sa vie en main, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, mais peut reprendre sa vie en main pour à nouveau avoir des rêves, parce que souvent on s'assoit sur nos rêves. Notre seul rêve, c'est d'être stabilisé, c'est d'avoir un minimum de confort, c'est d'espérer que nos parents vont nous aider à nous maintenir dans un logement, à payer nos vacances pour qu'on continue à avoir des vacances si on en a eu déjà avant, parce que l'âge ne le permet pas. Mais du coup, ça, c'est des rêves qui sont, voilà, mais vraiment se dire, bah voilà, moi, ma vie, mon rêve, c'était ça. Et bah, pourquoi je ne pourrais pas y arriver et qu'est-ce que je peux mettre en place pour? C'est vraiment de donner un diagnostic qui permet aux gens de travailler, mais aussi aux professionnels, parce qu'il faut qu'on ait des professionnels à côté de nous, il faut aussi qu'on ait des gens. Voilà, parce que ça ne va pas être que les proches qui nous soutiennent dans ce travail-là. Les proches, c'est génial, mais les parents, ça doit rester des parents, et ça ne va pas devenir des soignants. Euh, euh, mais simplement des piliers qui peuvent être à côté de nous s'ils sont aidants. Et vraiment que les professionnels puissent aussi s'emparer de ce diagnostic pour faire un travail d'accompagnement et nous accompagner dans ce sens-là. Parce que je pense qu'un diagnostic ne doit pas être fait que pour nous, mais doit être aussi fait pour que les professionnels, et peut-être même encore plus pour que les professionnels puissent permettre des choses, s'ouvrir et surtout avoir quelque chose d'évolutif qui leur permet aussi de se mettre en route. Et je pense aussi
de changer un peu ce malaise que certains professionnels ont, de pas toujours être à l'aise et d'avoir un boulot qui est du coup pas si facile que ça dans ces moments-là, parce qu'il y a une sorte de fatalité de poids qui est là et de se dire mais ces patients n'évoluent pas, ces patients ne bougent pas et, et voilà. Et je pense que bah, si moi je travaille sur mon parcours de rétablissement et si d'autres personnes comme moi ou d'autres, même je vais mettre en guillemets mes patients, parce que c'est comme ça qu'ils sont une institution, arrivent à travailler sur leur parcours de rétablissement, bah, que les professionnels qui nous aident dans ce parcours finissent par se dire, bah, nous aussi on fait un parcours de rétablissement pour aller mieux et pour vivre mieux et d'être heureux aussi à la place où ils sont. Voilà. Bien. Eh bien, merci Vincent Donassier. L'OMS, traduisant tout ça en trouble, ce serait un trouble de l'expérience. Ce serait bon, ce qui est assez intéressant. Dans le mot trouble, il y avait tout de même la notion qu'un trouble, ce n'était pas tout le temps. Mais bon, et trouble de l'expérience, ça ramenait l'expérience. On va s'en tenir là pour passer la parole à Jocelyne Valpiato, qui va donner le point de vue des aidants, des familles, sur cette nouvelle nomination et faire peut-être une proposition. À vous, Jocelyne Valpiato. Alors, bonjour à toutes et tous. Et je vous remercie d'abord de m'avoir invité pour représenter l'UNAFAM et au-delà, toutes les familles dont l'un des membres vit avec une schizophrénie. C'est cette parole que je vais essayer de faire entendre ici. Alors le pont qui est en arrière-plan sur mon fond d'écran, il est à la fois pour mon ami Mathieu, pour sa proposition de trouble de la résonance psychique, et aussi pour aller d'une rive à l'autre, celle où nous sommes aujourd'hui embourbés avec la schizophrénie, et celle où nous serons demain, j'espère, en changeant le nom et le concept. Alors, bien que nous, usagers et familles, ne soyons pas des universitaires comme les autres, je vais tenter de suivre l'ordre de la présentation demandé par les organisateurs du CCOMS qui portent ce magnifique travail de changement. Qu'ils en soient ici remerciés. Le CCOMS est un formidable acteur de progrès en psychiatrie et santé mentale. Merci Jean-Luc Roland, merci Déborah Seban, merci à toute l'équipe. Alors, je vais essayer de tourner la page. J'ai un petit problème pour le moment. Voilà. Oups. Alors, contexte, introduction. Lorsque je suis arrivée à l'UNAFAM en 2015, le médecin que je suis a appris qu'on n'y parlait pas de maladies psychiatriques, mais de maladies psychiques. Et pourquoi pas? C'est un premier acte d'empowerment que d'éluder le iatros de psychiatrique, c'est-à-dire le médecin, en grec, iatros. J'ai aussi constaté que les familles évoquaient peu le diagnostic exact de leurs proches. On restait dans le cadre de la maladie psychique qui pouvait, dans les communications extérieures, devenir sévère et persistante. Ces maladies psychiques sévères et persistantes me rappelaient les maladies longues et douloureuses, périphrase du cancer, maladies taboues du XXe siècle. Les maladies psychiques sévères et persistantes, dont la schizophrénie, bien sûr, qui en est le chef de file, ont une gravité du même ordre que celle du cancer. Leur coût direct pour le système de santé a dépassé celui de l'ensemble des cancers et leur prise en charge actuelle ressemble par de nombreux points à celle du cancer dans la deuxième partie du XXe siècle. Maladie au nom imprononçable car stigmatisant et déclenchant l'effroi, traitement aléatoire selon le praticien consulté, avec de grandes disparités de qualité, perte de chance, coûts importants directs et indirects, par des décès et des handicaps évitables, recherche sous-dotée. Alors j'ai pensé qu'on pourrait transposer à la psychiatrie la restructuration apportée par les plans cancer qui, à partir de 2003, se sont succédés et ont totalement changé la donne sous l'égide d'un organisme unique interministériel, l'Institut national du cancer. Mais il y faut une volonté politique forte et elle n'est pas encore là. Alors, en attendant, il va falloir faire autrement. Schizophrénie est un mot imprononçable pour beaucoup de personnes concernées et leurs familles. Il est rarement utilisé pour communiquer, moins de 10% des usagers, moins de 5% des aidants. C'est un mot tabou, celui de la maladie honteuse d'aujourd'hui. Les stéréotypes sur la schizophrénie touchent de nombreux domaines, tels que les manifestations de la maladie, dangereux, l'évolution des troubles, inguérissables,
les traitements et les soins à enfermer et la capacité d'exercer un rôle social paresseux et pas fiable. Parallèlement, un mésusage du mot schizophrénie est fait largue à Manou par les médias, et je voudrais rappeler ici l'étude présentée par l'association Promesse au 14e congrès de l'encéphale. Cette étude a été conduite en 2015 par l'analyse de 1,3 million d'articles issus d'un échantillon représentatif de la presse française écrite de 2011 à 2015, Le Monde, Le Figaro, La Croix, Libération, Le Parisien, L'Express, Le Point et Paris Match. Afin de vérifier si la stigmatisation médiatique dénoncée par les conférences et études internationales dans l'usage du terme schizophrénie vaut aussi pour la France. Le recensement statistique montre que le terme schizophrénie a été utilisé dans 2038 articles. L'usage médical du terme ne représente que 44% des articles. Le terme schizophrénie est ainsi employé dans près de 6 articles sur 10 pour désigner toute autre chose que la pathologie, généralement dans un sens de contradiction, ambivalence, double discours. Le traitement médiatique français apparaît comme ailleurs, voire plus qu'ailleurs, insuffisant et inadapté. L'étude note la corrélation constante du terme avec des idées fausses comme la violence, le dédoublement de personnalité ou l'absence d'espoir de guérison. La France se classe ainsi parmi les pays du monde qui stigmatisent le plus leurs patients atteints de schizophrénie, très loin derrière tous les grands pays européens, selon l'étude internationale de Thornycroft 2009, menée avec la Fédération mondiale de psychiatrie. L'étude pointe des spécificités nationales à cette mauvaise représentation, la référence à la maladie avant tout dans des articles culturels, 56%, et avant tout sur un mode caricatural, un usage métaphorique courant déclinant à l'infini l'image du dédoublement de personnalité, ainsi qu'une dérive forte de cet usage métaphorique vers un sens diamétralement opposé à la réalité médicale, celui de la manipulation. Je voudrais maintenant vous parler du grand baromètre de la schizophrénie, qui est une enquête réalisée fin 2017 par Opinionway pour Janssen, Promesse, la Fondation des Necker et l'UNAFAM. Elle a interrogé 4400 personnes. C'est la première enquête confrontant le point de vue du grand public avec 1102 Français, des personnes concernées, 113, des proches aidants, 2800, des médecins généralistes, 100 médecins généralistes et aussi 100 pharmaciens, 100 infirmiers, 100 psychiatres et 51 conseillers généraux, dont on note d'ailleurs que plus du tiers des conseillers généraux interrogés avaient déjà dû prendre des décisions au sujet de la schizophrénie comme une décision d'hospitalisation. Qu'évoque le mot schizophrénie? Voici quelques nuages de mots avec le top 2 des mots les plus cités. Pour le grand public d'abord, comme vous le voyez, maladie et folie. Pour les personnes concernées, appelées ici patients, c'est la souffrance qui vient en premier lieu associée à l'isolement. Pour les aidants, la souffrance domine, associée à la maladie puis l'isolement. Pour les psychiatres, c'est, comme vous le voyez ici, psychose et délire, qui sont les deux premiers mots cités. La souffrance qui est dominante pour les personnes concernées et leurs aidants est ici toute petite, coincée quelque part entre psychose, handicap au-dessus et dissociation en dessous. La schizophrénie est d'abord perçue comme une maladie ou une psychose par les professionnels de santé, c'est vrai aussi pour les Français et pour les conseillers généraux. La souffrance est le premier mot cité, et pour les personnes concernées, et pour leurs familles, et l'isolement vient ensuite comme étant un mot très souvent cité. Voici les résultats grand public. 65% du grand public en a entendu parler, mais ne sait pas exactement ce que c'est. Le dédoublement de personnalité est considéré comme un symptôme pour 81% des Français. À noter d'ailleurs que c'est aussi le cas de 92% des conseillers généraux. La schizophrénie est associée à la folie pour 4 Français sur 10. La schizophrénie est considérée comme dangereuse par 83% des Français, mais aussi 90% des pharmaciens, 77% des médecins généralistes et 70% des conseillers généraux.
Cette étude, dans ses commentaires, rapporte par ailleurs que 58% des discours médiatiques associent le mot schizophrénie à la dangerosité. La prévalence, enfin, comme vous le voyez, est très sous-estimée. La majorité des Français pensent que la schizophrénie touche une personne sur 10 000, alors que c'est 100 fois plus, environ 1%. Au total, l'idée globale est que la schizophrénie est une maladie très rare, une personne pour 10 000, la maladie du fou dangereux. Est-ce que vous avez regardé hier soir sur France 5 l'émission Folie meurtrière qui passait en prime time? Schizophrène dangereux, c'était le refrain. Et le mot schizophrénie ou schizophrène a dû être prononcé plusieurs dizaines de fois dans cette émission Folie meurtrière. Dans le débat qui a suivi, Marina Carrère d'Ancos, la présentatrice, a voulu nuancer le propos par la phrase suivante. Les schizophrènes, il ne faut pas les prendre tous pour des meurtriers. C'était hier soir, vers 22 h sur France 5. Les conséquences de cette stigmatisation majeure sont multiples et sévères. Le retard dans l'entrée dans les soins et les refus de soins. Qui est prêt à admettre facilement être atteint ou que son proche le soit d'une pathologie qui a une telle réputation? Il y faut beaucoup de courage, ce courage que l'on retrouve chez les personnes concernées et qui force l'admiration. Mais que de temps perdu et de souffrance. Refuser une maladie à ce point stigmatisée et donc son traitement est une option qui risque aujourd'hui d'amener vers les privations de liberté, les soins sans consentement, l'isolement, la contention, l'horreur totale. Certains ont choisi une autre voie, le suicide pour échapper à la maladie. Une personne sur 2 avec le diagnostic de schizophrénie fait au moins une tentative de suicide et le décès par suicide est l'issue de 10% des personnes qui portent ce diagnostic. Les médecins ne sont pas épargnés par cette stigmatisation généralisée et les soins des personnes concernées en pâtissent. Une des raisons de la perte de 15 à 20 ans d'espérance de vie que Vincent nous a rappelé tout à l'heure est la discrimination dans l'accès aux soins somatiques. L'accès au logement, l'accès au travail, l'inclusion sociale toute simple, toute est défi. L'autostigmatisation induite est une souffrance supplémentaire. Admettre ce diagnostic de schizophrénie dans son acceptation encore persistante, c'est-à-dire une maladie chronique dont on ne guérit jamais et qui fait peur à tout le monde, c'est compliqué, comme on dit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, et il faut se battre ou transcender, ou aimer la vie quoi qu'il arrive, ou tout ça à la fois. Bref, il suffit d'être un héros. Et déstigmatiser, ce pourrait être passer du fou dangereux, ce stupide fantasme collectif, au héros ordinaire qui est la réalité. Je voudrais faire un petit focus sur l'annonce du diagnostic de schizophrénie. Comment ça se passe aujourd'hui? Il nous manque les angelots, les ailes, tout ce que vous voyez sur ce tableau. Voici le scénario type. Un jeune adulte va de plus en plus mal, personne ne comprend ce qui se passe. 2 ans après les premières modifications du comportement, il est hospitalisé en urgence, sans consentement. Il en ressort 6 semaines plus tard. Rien n'a été dit par les médecins, ni à lui, ni à son entourage. Sa mère part à la pharmacie avec l'ordonnance. Dans la rue, elle sort de la boîte du médicament la notice de l'antipsychotique. Premier choc. Et là, sur le trottoir, elle lit la notice et découvre le mot « schizophrénie ». Il y a une belle marge d'amélioration dans l'annonce et sa progressivité. Mais après cette parenthèse, retournons à la stigmatisation qui touche, à côté de la personne directement concernée, tous les participants à cette triste histoire. Les familles, qui sont souvent confrontées à la prise de distance ou l'incompréhension de leur entourage. Les professionnels dont on a le sentiment que beaucoup sont démoralisés, et les pouvoirs publics qui multiplient les rapports, au demeurant excellents et concordants, pour finalement ne pas ou très peu les appliquer, et on se contente de parler de la schizophrénie à l'occasion de faits divers sanglants. Nous arrivons à la 3e phase,
déconstruction, proposition. Cette envie de déconstruction, vous comprendrez qu'elle est immense, à la hauteur de la souffrance qui est la nôtre, induite par l'intense stigmatisation que porte le mot schizophrénie. Non, les personnes qui vivent avec une schizophrénie ne sont pas des fous dangereux, mais des héros ordinaires. Comment faire pour qu'ici et maintenant, ce drame cesse? D'abord, dire changer, c'est pas compliqué. On entend trop en psychiatrie, oui, mais c'est compliqué, ou dans sa version chic, oui, mais c'est complexe. Et derrière cette petite phrase lapidaire, c'est l'immobilisme qui continue à perte de vue. Alors, changer ce nom, ce n'est pas compliqué, car cela a déjà été fait pour de nombreuses autres maladies. Par exemple, en rhumatologie, la polyarthrite chronique évolutive, chronique et évolutive était plutôt déprimant, est devenue la polyarthrite rhumatoïde, beaucoup plus neutre. De même, la spondylarthrite ankylosante, vous conviendrez que la perspective de l'ankylose n'était pas réjouissante, est devenue la pelvis-spondylite rhumatismale, beaucoup plus neutre là encore et pas de mots qui fâchent. Cela a aussi été fait en psychiatrie pour une autre pathologie, puisqu'on est passé de la psychose maniaco-dépressive, avec deux mots décourageants, psychose et maniaque, aux troubles bipolaires, beaucoup plus neutres, et je pense à la satisfaction générale, même si, comme vous l'a dit tout à l'heure Vincent, l'effet peut un peu s'émousser, ne pas être total au niveau de l'inclusion sociale. Et même cela a été fait pour la schizophrénie dans quelques autres pays, le plus connu étant le Japon, mouvement débuté en 1993 à la demande de la Fédération nationale japonaise des familles vivant avec un trouble psychique et aboutissant 10 ans plus tard, en 2005. Les Japonais sont ici passés de l'éclatement irréversible de l'esprit qui sous-tendait un mal incurable associé à la notion de criminalité, et le reportage hier sur France 5 n'est pas très loin de ça, à troubles de l'intégration, beaucoup plus neutres. Désormais, au Japon, on constate une meilleure information des personnes sur leur diagnostic. 36% des personnes informées du diagnostic avant la réforme, contre 70 personnes 3 ans après la réforme. Aujourd'hui, la grande majorité des psychiatres nippons trouvent le nouveau nom plus approprié. Les porteurs de ce diagnostic sont mieux considérés socialement et parlent plus facilement de leurs troubles. Le diagnostic évoque maintenant davantage la notion de victime que celle de criminel, comme avant. Alors, il n'est plus temps d'entendre des propos défaitistes sur le changement. Cela nécessite beaucoup d'énergie, cela ne sera pas forcément positif. Il faut en finir avec la figure du schizophrène fou, incurable et dangereux, et donc il faut changer. La folie, c'est de se comporter toujours de la même manière et de s'attendre à un résultat différent. Albert Einstein. Déconstruisons donc. Ce que je propose, c'est de changer le nom et d'une certaine façon le concept en faisant juste un pas de côté, un pas d'usager, de la schizophrénie vers le chemin, l'espoir. Consacrer l'empowerment, la reprise du pouvoir d'agir, en donnant pour la première fois le nom d'une personne concernée et non d'un médecin à une maladie. Maladie de Parkinson, de Crohn, d'Alzheimer, de Dupuytren, de Bessette, il y en a des centaines. Ce sont tous des médecins et des hommes, bien sûr, mais c'est une autre histoire. Donner l'espoir à celle ou celui qui entre dans la maladie en lui parlant d'emblée rétablissement. Dire aux professionnels que le temps de la démence précoce est doublement révolu et que les soins et accompagnements orientés rétablissement ne sont pas une option facultative. Le changement de nom, accélérateur du changement de pratique, un effet levier. Je propose donc le syndrome de Digan. C'est un réel changement de paradigme. Passer d'un nom iatrogène, facteur de désespoir, à un nom qui soigne. Passer de la fille de la démence précoce à la personne concernée sur le chemin du rétablissement. L'écouter dans son savoir expérientiel, sans la réduire à sa maladie, et en respectant enfin ses aspirations, et en respectant enfin ses droits, comme dans le blog Schizo de Laurence Martin, que nous avons lu tout à l'heure en début de séance. Syndrome, car la schizophrénie n'est pas à proprement parler une maladie,
car elle n'a pas d'origine connue avec un chemin entre l'origine et la maladie, soit une éthiopathogénie, mais un syndrome, c'est-à-dire un ensemble de symptômes. Qui est Patricia Digan? Wikipédia nous dit « Patricia Digan est une psychologue et chercheuse vivant aux USA. Elle est connue comme une militante du mouvement pour le rétablissement en santé mentale, cofondatrice du National Empowerment Center. Elle est conférencière internationale et formatrice dans le champ de la santé mentale. Elle a reçu un diagnostic de schizophrénie durant son adolescence. » Quelques phrases de Patricia Digan dans une traduction personnelle, donc probablement un peu approximative. Le rétablissement commence après le déni, puis le désespoir initiaux, qui durent des mois ou des années, le jour où se rallume une petite lueur d'espoir. Un état de grâce, un mystère, un secret, partagé par les personnes qui ont vécu cet instant. Un tournant, suivi par la volonté d'agir et de toutes petites victoires, se raser, faire des courses, téléphoner quelques minutes à un ami. Le rétablissement ne se réfère pas à un objectif ou à un résultat. Il ne signifie pas qu'on est guéri. Le rétablissement est en fait une toujours plus totale acceptation des limitations, et de cette acceptation naît la découverte de ce que nous pouvons être et faire. Le rétablissement est un processus, un chemin de vie non linéaire, par moments erratique, avec des retours en arrière, de tout petits pas, des essais-erreurs. Et le chemin de rétablissement est unique pour chaque personne. L'entraide entre pairs, la pair-aidance sont essentielles. Cela devient difficile de penser qu'il n'y a aucun espoir lorsqu'on est entouré par des personnes avec le même problème sur le chemin du rétablissement. L'état d'esprit des professionnels est aussi fondamental. Il n'y a pas le monde du normal, nous, les professionnels, et le monde de la normale, eux, les patients. Et je garde pour la fin quelques phrases qui me parlent particulièrement. En un sens mystérieux, être humain signifie que nous devons tous nous hisser sur nos jambes brisées pour une nouvelle vie. Et la dernière petite phrase, l'espoir est contagieux. Je n'ai pas demandé à Patricia Digan son accord. Ce sera bien sûr indispensable si cette proposition dépasse notre réunion d'aujourd'hui. J'espère que Patricia Digan acceptera. Si ce n'était pas le cas, d'autres noms de personnes concernées par la schizophrénie et emblématiques de l'empowerment et du rétablissement seraient possibles, y compris, bien sûr, dans le monde francophone. On pourrait aussi construire un nom fictif à partir de deux noms réels. Par exemple, Patricia Digan plus Arnild Loveng. Arnild Loveng est une psychologue norvégienne, auteure de ce merveilleux livre « Demain j'étais folle, un voyage en schizophrénie ». Cette combinaison des deux noms, par exemple, pourrait aboutir à un syndrome de D-Love. En fait, ce qui est important, c'est que le cœur de la proposition est syndrome 2, suivi du nom d'une personne concernée par ce qu'on appelait autrefois la schizophrénie, personne emblématique de l'empowerment et du rétablissement. Et parallèlement, pendant qu'on y est, on renomme les médicaments psychotropes. La NBN, nomenclature basée sur les neurosciences, est une nouvelle nomenclature des psychotropes élaborée en tenant compte de leur mécanisme d'action pharmacologique. Cette nomenclature préconise d'abandonner les dénominations usuelles actuelles des classes thérapeutiques, antidépresseurs, neuroleptiques ou antipsychotiques, anxiolytiques, pour adopter une définition citant à la fois le neurotransmetteur cible, par exemple la dopamine, GABA, glutamate, et les mécanismes d'action de leur catégorie, par exemple bloqueur de canal, inhibiteur de recapture. Ce type de nomenclature est utilisé dans de nombreuses autres spécialités. En cardiologie, par exemple, j'ai aussi cité les bêta-bloquants, qui sont des médicaments assez connus et qui bloquent les récepteurs bêta. Cela éviterait d'être confronté aux neuroleptiques de sinistre réputation, aux antipsychotiques qui nous désignent psychotiques, aux antidépresseurs qui nous désignent dépressifs, alors même que parfois cela ne correspond absolument pas au diagnostic que nous portons. Plus tard, la recherche va permettre de faire éclater ce diagnostic grossier et approximatif, la schizophrénie, en de multiples maladies dont nous comprendrons les causes, l'étiologie, comme disent les médecins, le chemin des causes à la maladie, l'éthiopathogénie, les raisons fines des symptômes, la physiopathologie.
Nous découvrirons les traitements pour les guérir et peut-être même pour les prévenir. Nous sommes dans le bon siècle pour comprendre l'organe le plus complexe de notre corps, le cerveau. Mais en attendant, la stigmatisation nous étouffe. Donnez-nous de l'air, vite. Faisons ensemble ce pas de côté, ce pas d'usager. Disons oui à l'empowerment en donnant pour la première fois un nom d'usager, de personnes concernées, à une maladie. Passons d'un nom qui blesse et tue à un nom qui soigne. Passons au syndrome de Digan. Le coquelicot est une petite fleur fragile, mais c'est aussi le symbole du combat, de la vie et de l'espoir. Et je voudrais finir par cette phrase de Patricia Digan, « L'espoir est contagieux ». En ces temps de pandémie, la contagion est notre quotidien. Je nous souhaite celle de l'espoir et sans vaccin. Eh bien, merci Jocelyne Duliato pour cet exposé extrêmement complet et passionnant. Voilà, je vous remercie aussi pour l'allusion que vous avez faite au CSOMS tout à l'heure. Effectivement, nous essayons de faire notre devoir, uniquement. Alors, on est devant une proposition tout à fait différente des précédentes. Je rappelle, c'était le trouble de la résonance psychique. Voilà, l'expérience psychotique liée à un traumatisme de vie. Et ici, une référence directe au rétablissement et aux travaux de Patricia Digan en donnant au syndrome de ce qu'on appelle actuellement la schizophrénie le nom de syndrome de Digan. Voilà, donc donc on a 3 propositions très différentes. Alors pour l'OMS, je ne sais pas si on peut donner le nom d'une personne dans les troubles, mais bon, il faut que je regarde. Il faut que je regarde de près, je ne sais pas s'ils ont fait disparaître M. Alzheimer de la classification, mais bon, jusqu'à présent, les troubles psychiques, dans le DSM et dans la CIM, il n'y avait pas de nom de personne. Mais bon, pourquoi pas. Si c'est une expérience vécue, ma foi, si on revient à ça. Voilà, donc je pense que ça doit apporter pas mal de commentaires et de questions au niveau du chat et des personnes qui nous écoutent. Je passe la parole à Déborah. Merci. Je vous remercie à mon tour aussi pour vos interventions respectives et le fait d'avoir joué le jeu des propositions, parce qu'on sait que c'est un exercice qui est vraiment difficile dans l'ensemble. Alors, il n'y a pas de questions. Il y a des commentaires. Il y a eu beaucoup de commentaires sur la qualité de vos interventions aussi. Alors, certains des participants donne un écho assez positif à ce qui a été proposé par Jocelyne Duliato avec le syndrome de Digan qui apparemment trouve un écho pour beaucoup de personnes. Et après, il y a eu des commentaires pour revenir un petit peu en amont sur ce qui a été proposé par Vincent et moi, ce qu'on a déjà un peu discuté, mais on peut éventuellement en reparler sur le fait que toutes les personnes qui présentent un événement de vie traumatique ne développent pas forcément de schizophrénie ou trouble psychotique. Et à l'inverse, celles qui présentent un trouble psychotique ont majoritairement peut-être vécu un événement de vie traumatique qui n'est pas exploré, mais ça ne concerne pas toutes les personnes. Et je crois que c'est en écho à ce que vous disiez, Monsieur Roland, sur le fait que est-ce qu'il faut vraiment rajouter le mot traumatique quand on parle d'événements de vie et du lien qu'il peut y avoir ou de l'association qu'il peut y avoir entre expérience psychotique et événements de vie. Je ne sais pas si toi tu veux rebondir là-dessus, Vincent. Après, il y a eu également des commentaires sur la notion d'unicité pour revenir sur les propositions de Mathieu de Villemorin. Bon, il y a un peu de tout, mais je vous donne un peu les commentaires saillants. Certains notaient la complexité du mot unicité et le fait que ça puisse renvoyer aussi à quelque chose de jugeant ou potentiellement de dégradant pour la personne qui du coup ne se voit plus qui se voit peut-être jugée à travers cette notion de trouble de l'unicité. En tout cas, c'était une des remarques qui est sortie et que j'ai trouvé aussi intéressante éventuellement à discuter. Est-ce que Vincent, Mathieu, vous souhaitez réagir sur ces deux commentaires, la notion de traumatique, vraiment
accolé dans ta proposition, Vincent, événement de vie pour l'association avec l'expérience psychotique et puis l'aspect éventuellement jugeant ou qualifiant d'une personne quand on parle d'unicité du sujet. Oui, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas qu'on parle de traumatisme et qui n'aiment pas qu'on parle de trauma parce qu'ils mettent des images qui leur paraissent pas agréables, qui leur paraissent horribles. Le supprimer, je pense que, enfin, la problématique, c'est que dans ce cas-là, c'est si on résume ça à une expérience de vie, ça veut dire que la personne aurait une vie classique où elle aurait été défaillante et qu'elle serait devenue, je sais pas moi, schizophrène X ou Y. Et du coup, ça veut dire que pourquoi une personne qui aurait une vie comme tout le monde deviendrait un jour quelque chose comme psychotique ou autre. Et je pense honnêtement cette notion de trauma fait peur à toute la société de façon générale parce qu'on a tous peur de parler du trauma, on a tous le peur d'aller chercher, on a tous la peur d'être coupable du trauma ou des tas de choses. Il suffit de voir les mères qui pendant des années en psychiatrie, et il y a encore un résultat, des résidus de ça dans tas de pays, y compris dans certains endroits en France où les mères sont les coupables de tous. Moi, si je suis psychotique, de toute façon, c'est à cause de ma mère. Mes amis, c'est souvent à cause de leur mère aussi. Enfin, c'est une histoire de fou. Et du coup, cette histoire de traumatisme fait peur un peu à tout le monde et on n'ose pas l'évoquer. Le traumatisme, c'est pas un gros mot. C'est simplement une expérience de vie qui a été douloureuse à un moment pour X ou telle personne, qui n'est pas en lien avec le regard de la société. C'est-à-dire qu'on peut avoir vécu deux personnes différentes, la même situation, et que pour l'un, c'est traumatique et pas pour l'autre. Il y a toujours ce truc de vouloir cacher un traumatisme ou déjà de ne pas vouloir l'évoquer. Et du coup, beaucoup me disent, oui, mais attends, Vincent, on n'a pas tous été violés comme toi. Ok, mais dans les groupes, tout le monde n'a pas été violé et encore heureux. Voilà, même s'il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense et s'il y a beaucoup plus enfin, je n'ai pas de MeToo violé, mais quasiment. Euh, euh, Après, c'est toujours le tabou de ne pas vouloir dire les choses. Euh, une expérience de vie traumatique, est-ce qu'on met dans le trauma des gamins qui sont persécutés ou maltraités à l'école pour X ou telle raison, même s'ils se construisent après derrière et qu'ils explosent X années plus tard. Voilà, je pense que ce mot de trauma fait peur à plein de gens et néanmoins, quand on traîne comme moi dans les hôpitaux psychiatriques en tant que patient ou maintenant quand j'y vais pour d'autres raisons, quand on écoute la vie des gens, c'est loin d'être la vie des bisounours, il faut arrêter de s'en cacher aussi. Et je pense en tout cas que l'enlever, ça sera encore dire que oui, c'est quelqu'un, l'expérience de vie, ça veut dire qu'on aurait mal géré l'expérience de vie. Enfin, ça serait ne pas donner de cause à cette expérience de vie qui aurait comme conséquence tel diagnostic, ça serait dire que ça sera encore nous les fautifs de pas avoir su gérer cette expérience de vie qui nous aurait amené à des troubles. C'est un peu on va repartir sur des cas qui sont à mon avis tout aussi problématiques et encore nous juger coupables ou incapables de se gérer, de s'autogérer, de ceci, de cela. Et ça va donner aussi le droit de nous dénouer. Après, ça peut être pratique, hein, on va aussi se dédouaner, c'est-à-dire je ne suis pas responsable, je n'ai pas su gérer quand j'étais petit, maintenant je suis souffrant d'eux, donc voilà, responsable de rien. Mais à un moment, il faut aussi mettre des mots et surtout permettre aux gens de pouvoir parler. Parce que là aussi, si on met des trucs très... Le système, la société en général n'évoque pas tellement, ne permet pas tellement la possibilité d'échanger sur ses expériences de vie. Voilà. Et déjà, si on parle d'expérience de vie, on va très vite retomber sur des. Je m'excuse, hein, mais il y a des tas de projets qui sont faits sur l'expérience de vie, raconter le de vie, gna gna gna. Enfin voilà. Et à chaque fois qu'il y a quelqu'un dans ces divers programmes, voilà, qui commence à dire, oui, mais moi j'ai été abusé, j'ai été malmené, à l'école il m'est arrivé ceci, dans telle structure il m'est arrivé cela. On leur dit, oui, non, mais on parle pas de ça, là, on parle simplement de l'expérience de vie du début à la fin, comme ça, voilà, comme si on doit étouffer le truc. Et je me dis, pourquoi à chaque fois ça fait peur de mettre ce mot-là, alors que quand on regarde
des tas d'études hein, qui ont été Richard Menton, l'étude elle est sur le Lancet, enfin, ça a été publié partout et ça fait pas écho et à chaque fois on en a peur alors que tout psychiatre vous dira pourtant que bah oui quasiment tout le monde a un traumatisme dans ceux qui sont suivis à long terme et qui ont une psychose d'ailleurs quelle soit le diagnostic derrière et pourtant bah ça fait toujours peur de le marquer. Et on dit, oui, il y a toujours celui qui peut-être ne serait pas. D'accord. Mais comme moi, on m'a dit, ah ouais, non, mais alors, monsieur Demassier, vous êtes rétabli, c'est qu'on allait faire une erreur de diagnostic. Et c'est toujours l'élément, enfin, c'est un peu surprenant, cette histoire. Alors que, si avec chez les entendeurs qui avaient des traumatismes, je dirais, OK. Mais on va avoir des tas de groupes de parole au niveau des bipolaires, au niveau de plein d'associations que je côtoie, qu'on côtoie à tous. Euh, ne serait-ce même que les services eux-mêmes. Hein. Il faut aller dans une salle, dans un hôpital. On les voit, on discute, les gens ne le cachent pas si facilement. Enfin, si on pose la question, si c'est ouvert, les gens parlent. Si on ne le dit pas, si on ne l'évoque pas, les gens vont rester dans la même chose d'avant, dans un mutisme, où à un moment, ils n'ont pas pu s'exprimer pour X ou telle raison, peut-être de leur faute parce qu'ils n'ont pas osé, mais s'ils n'ont pas osé, c'est peut-être qu'il y avait une pression derrière ou quelque chose. Mais en tout cas, encore une fois, on ne permet pas à la personne d'explorer cette piste-là. Et Ok. du coup, l'exclure, voilà, ça me paraît surprenant. Alors, ouais. Pour revenir sur le terme d'unicité de soi, en effet, c'est un mot assez sensible. Unicité avec un grand U, c'est un terme philosophique et même théologique qui fait référence donc à l'unicité de Dieu. Donc, spiritualité ou théologie et psychiatrie ne font pas spécialement bon ménage. Et beaucoup de personnes, et c'est pourquoi je propose les deux termes, se préfèrent, disons, l'unité de soi ou du sujet. Oui, et puis si on rentre sur la définition de soi, c'est vrai que c'est aussi un mot à débattre. En tout cas, ce que j'essaie de démontrer, c'est la réintroduction du sujet qui me semble primordial. Dans un monde comme le nôtre où nous souffrons de réification, le monde est fait est transformé en choses. Le vivant est chosifié. Voilà. La réification reste, c'est la chose. Et ça, c'est très dangereux, spirituellement parlant. Voilà, les bovins sont appelés parfois le minerai de viande. Et ça me fait froid aux yeux. Alors, c'est pour ça que je suis plus intéressé, en effet, par résonance psychique ou résonance mentale. Et j'ai vu dans les commentaires que on pouvait pas me proposer résonance en anglais, de reason, la raison. Donc, si ce néologisme de résonance ou résonance mentale ou psychique pouvait être traduit, ça me pousserait à favoriser cette nouvelle appellation de résonance ou résonance, quel que soit la façon de l'écrire. Oui, unité de soi du sujet, c'est sensible. Oui, je le reconnais tout à fait. Je vous remercie. Il y a juste une question pour toi, Vincent, qui a été posée justement, une question de Jean-Baptiste Azot. Je vais essayer de remonter dessus. Quel conseil pourrais-tu donner pour poser des questions sur ces événements de vie dans les enquêtes en population générale? On sait pourquoi Jean-Baptiste Azot pose la question. Euh,
je me permets de rebondir en même temps, parce qu'on dit est-ce que les événements de vie traumatiques sont là. Il faut peut-être demander s'il n'y a pas de Patricia Digan, quels sont ces événements de vie traumatiques, parce que pour l'avoir entendu déjà plusieurs fois, l'avoir rencontrée, elle évoque régulièrement, quand elle parle de son parcours et de son histoire de vie, des événements de vie traumatiques. Voilà. Et c'est étonnant le nombre de personnes qui sont des figures internationales sur le rétablissement, qui parlent et qui évoquent, voilà. Après, on aime bien voir leurs outils, voir comment ils ont fait pour s'en sortir, mais on oublie qu'ils sont partis à un moment de se raconter et de se rapproprier déjà leur histoire de vie, y compris leur traumatisme. Et Patricia Digan en est un exemple parfait. Comment on parlait à la population générale, j'ai envie de dire comment comment préparer les gens qui font qui posent ces questions sur leur peur, voilà. Parce que le problème, c'est pas les gens à qui on pose les questions, parce qu'en plus, dans un questionnaire global, les questions sont pas si choquantes que ça. Souvent, c'est la façon dont les questions sont posées, ou non posées d'ailleurs, parce que quelqu'un qui pose dans un questionnaire en population générale, qui pose ce genre de questions, voilà, est-ce que vous avez subi des traumatismes, et qui commence à dire quel type de traumatisme. Il suffit de voir comment ça s'appelle, le questionnaire de Maastricht qui a été fait par le psychiatre Marius Rom, où dans ce questionnaire, il y a des questions très précises sur des traumatismes, avec des types de traumatismes, et même quelques exemples. La majorité des gens qui posent ces questionnaires-là, qui sont pourtant des gens même tentant à guérir au rétablissement, n'osent pas poser ces questions-là parce que c'est leur propre peur. Voilà. Et c'est pas évident de donner un outil de questionnement à quelqu'un qui, d'un seul coup, va se poser des questions en parlant est-ce que vous avez subi voilà, des traumatismes, et puis commencer à lister des types de traumatismes tout en laissant la porte ouverte à toute entente. Et parce que les gens ont peur de poser la question parce qu'ils ont peur d'avoir la réponse surtout. Parce que c'est bien beau de poser la question, mais ils se disent mais si la personne me dit qu'il lui est arrivé ça, qu'elle a été, je sais pas moi, qu'elle est battue à longueur de journée, ou qu'elle a été, que la personne a été violée, ou qu'elle a subi ça. Les gens ont peur de poser la question, ils se disent mais qu'est-ce que je vais faire avec cette réponse-là, moi, voilà, parce que c'est quand même dans un questionnaire un face à face, et que c'est hyper compliqué, et que du coup, je pense pas que c'est les gens, les panélistes qui répondent, à qui ça pose problème, mais c'est souvent aux personnes qui sont en face et qui doivent poser la question plutôt, pour lesquelles c'est embarrassant. Parce que beaucoup de gens aussi sont mal à l'aise de poser la question, parce que bah, s'il y a la réponse, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dis, et puis si je pose la question, il y a la peur aussi de dire mais j'ai ouvert quelque chose, là, une boîte de Pandore, mais qu'est-ce qui va se passer quand je vais quitter? Voilà. Non, il ne faut pas être dupe, hein. On est tous capables de cacher des tas de choses sur nos vies, ce qu'on a vécu. Si on le dit à un moment, parce qu'on n'aura peut-être même pas envie de l'évoquer, parce qu'on va dire, je l'ai déjà évoqué, on aura peut-être même des craintes ou de la peur du jugement d'évoquer telle ou telle chose, et on ne le dira peut-être pas. Mais la personne qui le dit, c'est qu'elle a un envie, et généralement, c'est un soulagement, ne serait-ce même que pouvoir le dire. Après, dans beaucoup de cas, on veut fournir une réponse aux gens qui disent quelque chose de ce sort-là. La première des réponses, c'est d'écouter la personne. Des réponses systématiques et trouver des solutions à un événement qui s'est passé, c'est quand même hyper compliqué. Mais c'est dans la culture de vouloir répondre à tout. Et c'est aussi du coup la peur qui est engendrée par ça, qui fait qu'on n'ose pas tout simplement poser les questions. Du coup, je ne sais pas si j'ai répondu à Jean-Baptiste Azot. Merci Vincent. Du côté du chat, il y a eu une question sur l'expérience du changement de nom que vous avez cité, Jocelyne, sur le Japon. Quelqu'un redemandait de quoi il s'agissait, mais je crois que vous avez répondu directement dans le chat. C'était bien trouble de l'intégration. Je ne sais pas si vous voulez en dire un mot sur quel a été le process, parce que la façon dont le changement a été amené est également intéressant. Alors, je ne sais pas si je connais aussi bien que vous, Déborah, en fait. Parce que vous avez beaucoup travaillé sur ce sujet. Donc, ça a été un process qui a été assez long, hein. Ça a duré une douzaine d'années, quelque chose comme ça. Ça a commencé à la fin du XXe siècle, peut se terminer quelque chose comme 2005.
Au départ, c'est l'association de familles de personnes vivant avec des troubles psychiques qui a lancé le process. Voilà. Et donc, ils avaient un mot épouvantable, hein. C'était un éclatement irréversible de l'esprit. C'était complètement associé à la criminalité, mais moi, je trouve qu'on n'en est pas loin. Après avoir vu ce reportage hier soir sur France 5, je dois dire que j'ai très mal dormi. On arrive à ça, là. C'était très impressionnant quand même, hein. Et donc, ils sont passés de quelque chose qui était absolument impossible avec l'irréversibilité, donc aucune possibilité de guérison, mais probablement même de rétablissement, parce que ça paraissait tellement épouvantable, cet éclatement irréversible, pour arriver à quelque chose qui était quand même beaucoup plus facile. Mais enfin, ça n'est pas tellement évident, ce trouble de l'intégration, je trouve, parce que ça risque d'être vécu comme une difficulté d'intégration sociale, et c'est quand même un des problèmes que rencontrent les personnes. Donc, je ne suis pas très sûre que... Dans un premier temps, je me suis dit, le plus simple, c'est peut-être de reprendre ce qui a déjà été fait et comme ça, d'avoir un nom international unique pour cette pathologie. Mais troubles de l'intégration, en fait, en français, je ne trouve pas que ce soit très heureux. Et d'ailleurs, il y a eu des études dans d'autres pays qui ont montré qu'effectivement, ça posait problème, hein, puisqu'on allait considérer que c'était l'intégration sociale qui allait être impactée et que donc ce n'était pas un terme heureux. Donc finalement, même si pour le Japon, ça a été vraiment très positif, non seulement en permettant aux psychiatres, j'ai vu ça passer dans les remarques, de pouvoir parler plus facilement du diagnostic, ce qui en soi n'est quand même pas le but ultime, bien sûr, hein, mais quand même de faire que les personnes ne soient plus considérées globalement comme des criminels, mais plutôt comme des victimes d'une pathologie, c'est quand même un autre point de vue, puissent en parler plus facilement et puissent être mieux acceptés dans la société. Donc ça a été très positif. Je pense quand même qu'au point où nous sommes en France, avec le niveau de stigmatisation où nous sommes, on ne peut pas rester comme ça. On ne peut pas rester avec ce mot schizophrénie qui de toute façon est épouvantablement compliqué. Ça commence par SCH, et puis il y a un Z et PH. Enfin bref, c'est fait pour ne pas pouvoir être écrit correctement, ce truc-là. Et même lu, ce n'est pas facile. Donc, et ce mot porte une charge maintenant, et c'est en train de s'aggraver, une charge de stigmatisation qui est insupportable. La souffrance qui est intense, la souffrance des personnes concernées, celle de leur famille, est considérablement aggravée par ce mot. Je pense vraiment qu'il est temps de changer. On l'a déjà fait, on change régulièrement les noms des maladies. Je le redis, c'est pas compliqué. Ou plus chic, c'est pas complexe. Oui, c'est la difficulté, à mon sens, elle vient que la psychiatrie et sa définition, disons, c'est la médecine pour guérir l'esprit. Et que l'esprit, c'est donc la conscience, elle est là dans l'encéphale, dans cet organe. Donc, une approche scientifique, comme on l'entend, disons, matérialiste, sur l'encéphale et la conscience, dès le départ, on touche à des choses très humaines dans ce côté très, oui, ce que j'appelle spirituel. Et c'est de pouvoir, en effet, côtoyer la psychiatrie est quelque chose qui nous dépasse en même temps, au même moment. Il y a l'expérience, et ce mot de souffrance, oui, il y a l'expérience traumatique, il y a cette souffrance, et il y a les moyens de l'accepter et de la dépasser. Et le chemin est unique à chaque... je disais souvent à schizo, oui, il y a autant de schizophrènes que de schizophrénie.
le changement de nom, comme vous l'avez rappelé, provoquera un changement de concept. Et nous touchons à des concepts, des idées et des mots qui amèneront l'espoir, qui feront, en effet, déjà le grand changement, c'est qu'il y ait un rétablissement en santé mentale. Avant, on était dans un diagnostic condamnation, en effet. Et puis, ces associations, ces mésusages, c'est le dédoublement de la pathologie, de la personnalité. C'est un chantier passionnant, mais il va encore être assez lent à se mettre en place. Et Jocelyne a remercié le CCOMS et tous ceux qui participent à cette réflexion, à ce changement. Oui, vraiment, il faut être clé parce que cette réalité de l'enfermement, oui, la tradition asilaire de la psychiatrie pour beaucoup. Non, il y a des progrès, mais trouver un mot, c'est peut-être pas si difficile, mais le processus va encore prendre un peu de temps, je pense. Bien, alors, il nous reste 14 minutes, donc je vais vous laisser la parole à tous les trois pour peut-être conclure, et ensuite Déborah et moi ferons la conclusion générale. Donc, à vous, Madame Viato. Alors, pour dire, s'il vous plaît, changeons. Oui. Ne restons pas où nous sommes, on est trop malheureux. Ce mot est stigmatisé d'une façon atroce, ça va en s'aggravant. Je l'ai encore vu hier sur France 5, en prime time. On ne peut pas rester comme ça. Ça n'est pas compliqué. On peut le faire. Ça vaut la peine d'être fait. Je vous propose, moi, ce syndrome de Digan. Le principe, donc, c'est syndrome 2 et ensuite le nom d'une personne directement concernée par la schizophrénie, par ce qu'on appelait autrefois la schizophrénie et qui sera emblématique de l'empowerment et du rétablissement. D'accord. Merci. Vincent de Massier, peut-être. Que dire en conclusion j'ai envie de dire que nous, on a envie de vivre. Voilà, on a envie de vivre comme tout le monde. On a envie d'avancer, même si on a un parcours à un moment qui est compliqué, qui est chaotique, qui nous amène dans un avenir ou dans des perspectives qui sont horribles, et par les représentations d'un diagnostic et de la société et de tout ce qu'on veut, ou de l'autostigmatisation d'ailleurs, parce que ça engendre pas mal de choses, tout ça. Il est temps de changer. Je reprendrai juste, je sais plus comment Jocelyne a dit ça, mais oui, il y a une sorte de dire on peut pas faire. Voilà, on peut pas, on n'y arrivera pas, qui fait qu'on reste, qu'on bouge pas, qu'on n'a pas l'envie, qu'on se met pas en action. Voilà. Et comme nous, si nous on se met pas en action, ben il y a rien qui bougera. Et donc, ben, ici, voilà, il y a des gens qui se mettent en action. Ça veut dire que les choses sont possibles, ça veut dire que les choses peuvent avancer. Certains diront ça va prendre du temps. Moi, j'ai envie de dire, ça prendra le temps qu'il faudra, mais en tout cas, tant qu'on avance, on s'y rapproche fortement. Voilà, et que du coup, il faut y aller, il faut pas lâcher l'affaire, et que c'est important, et qu'après, une fois qu'on a fait une proposition qui sera posée, il y a aussi d'autres associations à travers le monde de personnes dites usagères ou non usagères d'ailleurs, mais qui en tout cas qui ont été sous ce diagnostic ou qui ont été concernées par ce diagnostic, qui sont partantes, voilà, pour se poursuivre. Maintenant, là, on a quelque chose ici où on est en train de bouger, et il faut faire bouger ici, il faut faire une proposition à l'OMS, qu'elle soit portée à travers ces webinaires par tous, et c'est comme ça qu'on arrivera à faire changer les choses. Parce que quand même, le but ultime, c'est que nous, usagers, avec ce diagnostic-là, on ait le droit, comme tout le monde, à une vie, à être heureux, parce que je pense que c'est foutu pour personne et on peut tous s'en sortir.
Maintenant, donnons-nous les moyens d'avancer et supprimons tout ce qui est un frein. Et je pense que le diagnostic de schizophrénie est parmi les plus grands freins qu'on nous met dès le début, dès qu'il est posé. Voilà. Merci Vincent Devassier. Mathieu de Villemorin, un dernier petit mot. Oui, alors, ce que je pourrais dire, c'est que Jocelyne a parlé de cette émission que j'ai pas vue, mais les quelques mots qu'elle a employés m'effraient également. Moi, j'ai été au courant de cette proposition de loi sur laquelle les parlementaires sont en train de réfléchir sur la mort choisie ou le suicide assisté. Et là aussi, ça m'effraie. C'est comme si, justement, toutes ces maladies qui coûtent cher, la société française proposait une sorte de raccourci, et ben, plutôt que de souffrir ou d'aller justement vivre votre vie, vous pouvez, il faut bien différencier la fin de vie, qui est un autre problème. Mais je pensais à ce suicide assisté. Moi, si on me l'avait proposé après mes crises, j'aurais peut-être choisi cette solution, qui n'est pas une solution. Alors, voilà, vous savez, quand on est en ski, quand on skie et qu'on se retrouve vers le haut de la montagne, il faut faire toute une manipulation pour se retrouver dans le bon sens. C'est une conversion ou un retournement. En effet, il ne faut pas rester dans cette impasse. Et il faut se remettre en mouvement. On parle de droit du patient ou droit d'une vie qui ressemble à celle des valides. Eh bien, moi, je pense aussi que le patient, le sujet, celui qui le vit, a un devoir. Tout droit, comme le droit de vote, est aussi un devoir. Et il est partie prenante de son rétablissement. Et on peut faire tout ce qu'on veut autour pour lui rendre ses droits, justement. Mais il faut aussi qu'il se bouge. Voilà, c'est toujours une idée de dynamique, de mouvement. L'un et l'autre, l'individu, la société, ça se marche dans les deux sens. Je veux dire, et ce qui est troublant, c'est qu'il y a en effet dans la pathologie souvent cette phase de déni de la maladie. Non, ce qui me fait plaisir aujourd'hui, c'est en effet que on en ait parlé, mais que ça va déboucher sur ce changement qui est nécessaire et qui entraînera beaucoup d'espoir et de conséquences positives, à mon sens. Et merci. Excusez-moi. Merci beaucoup, Monsieur de Villemorin. Du coup, il est 11h54. C'est bon. Okay. Allez-y, Monsieur Roland. Peut-être. Oui, excusez-moi une interruption. Écoutez, je vais commencer par conclure et je laisserai la parole à Déborah pour les prochaines étapes et on va aller avec le CCOMS. Je vais toujours dire quelques mots. Alors, tout d'abord, on a parlé de vote aussi. Hein. Alors, effectivement, on peut voter sur une proposition. C'est ce qui a été fait au Japon. Il y a eu une énorme consultation de toute la société qui a été faite pour cela. Donc, on peut y penser. Est-ce qu'on a besoin de l'OMS pour changer? Non, le changement peut avoir lieu avant. Il n'y a aucun problème. Au contraire, l'OMS, vous avez dit que pour cette fois-ci, pour la CIM 11, c'était un peu loupé, mais pour la prochaine fois, ce serait parfaitement possible. Voilà. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Bon, tout-même été très intéressé par les trois propositions. C'est des propositions qui ont été vraiment étudiées, pensées. L'espoir est contagieux.
j'irai aussi dans le sens de ce que disait Mme Jocelyne Viato, la dernière attaque terroriste. On a assimilé la schizophrénie on a parlé de schizophrénie et aussi de radicalisation. Et ça, je veux dire, de toute façon, il y aura, tant qu'on utilisera ce terme-là, il y aura toujours des contagions avec la dangerosité. Et votre exposé était de toute façon magnifique en termes de démonstration. Alors, j'ai essayé de réfléchir aux trois possibilités. Le raisonnable, avec des raisonnables, c'est un peu difficile à intégrer dans une planification, surtout avec les données qu'on a mises au départ et puis le cahier des charges concernant le changement de nom. Donc, par contre, pour M. de Villemorin, je pense que le terme expérience qui a été utilisé par Vincent rejoint un peu le travail que vous proposez sur l'IPCIT. Donc, si on essaie de faire une synthèse, ce n'est même pas évident, parce qu'après, il faut la remettre pour nous dans une classification. Mais je vous dis, on peut changer de nom sans que la classification change pour le moment. On peut faire très bien comme les Australiens qui n'utilisent plus le mot schizophrénie et ils utilisent d'autres troubles en attendant qu'il y ait un consensus scientifique ou international. Donc, on pourrait parler de troubles de l'expérience psychotique syndrome de Digan. Voilà. Et alors, peut-être faire des classifications, des sous-classifications, parce que vous savez, on peut avoir une sous-classification donc liée à un traumatisme, liée à un événement de vie, liée à une maladie organique et indéterminée. Et faire une troisième sous-classification, débutant, en cours de rétablissement, rétabli. Ce qui intégrerait dans la classification l'ensemble des données expérientielles, données rétablissement, l'espoir, et dans la classification elle-même, la notion de rétablissement. Voilà, donc ceci dit, dans cette approche, on ne prend plus ce qu'on avait considéré comme une piste auparavant, qui était de parler de symptômes. Parce que les symptômes, dans mon expérience de clinicien, ça j'ai eu souvent, j'utilisais plus le terme schizophrénie à la fin parce que je trouvais que c'était trop compliqué pour les personnes qui recevaient ce diagnostic. Mais j'ai utilisé le terme d'hallucination, d'interprétation. Enfin, sur les symptômes, on arrive toujours à s'entendre avec les patients parce qu'il s'agit de décrire leur expérience. Et là, on a abandonné un peu cette piste-là dans vos propositions, ce qui peut-être être inréglé. Alors, la dernière chose, il y a aussi les données culturelles. C'est-à-dire que le terme qui sera trouvé en francophonie ne sera peut-être pas le terme qui sera trouvé dans les pays anglo-saxons ou en Chine ou au Japon ou en Russie. Ce que disait Anne Lovell, c'est par exemple le terme psycho aux USA est plus stigmatisé que le mot schizo. Bon, donc il faudra, si on fait des propositions, c'est pour la France. Il faudra bien se mettre d'accord là-dessus avec l'OMS, mais après, la classification, elle est internationale. Voilà, donc à partir de tout ce que vous avez dit et des précédentes séances, je pense qu'on avance assez fortement. Ça fait tout de même 10 ans que ça dure pour nous. 10 ans. Donc, ça me fait penser à la phrase d'Albert Einstein. Si on continue à dire toujours la même chose, on aura toujours les mêmes effets. Donc ici, il faut changer de braquet et peut-être, je ne sais pas, moi, faire une tribune dans le monde ou signée par un maximum de personnes. Il faut tout de même que nos travaux que nous avons menés conjointement, co-construits, s'inscrivent dans une finalité. Voilà, je vais laisser la parole à Déborah. Je pense que j'en ai assez dit, d'autant plus que c'était surtout écouter les propositions des usagers, non pas des psychiatres comme vous deux. Ouais. Merci, Monsieur Roland. Non, très rapidement, je vais aussi donner quelques mots et peut-être aussi repréciser les étapes que l'on avait convenues ensemble pour la poursuite du groupe de travail. Mais en tout cas, sur ce qui a été dit aujourd'hui, moi, puis il y a eu beaucoup de commentaires dans ce sens, mais vraiment, je vous remercie pour la qualité et puis l'engagement que vous montrez à travers vos propos. Je crois que on a beaucoup discuté sur la temporalité entre changement de nom, changement de concept. En tout cas, je ne sais pas exactement comment les choses sont susceptibles d'avancer. Mais là, je me faisais la réflexion qu'au final, le caractère d'urgence que vous avez très bien rappelé, Madame
Madame Biato, il se situe vraiment sur le changement des pratiques. Et je crois que je situerai de plus en plus les pratiques au milieu entre le changement de nom et le changement de concept. Je crois que je suis plus convaincue que le changement de concept amène le changement de pratique, mais peut-être que le changement de nom qui paraît le moins complexe, pour faire un peu écho à ce que vous disiez, Madame Biato, peut-être fait peut-être plus rapidement, peut-être proposé par la France en gardant en tête que les pratiques voilà, puissent se modifier rapidement derrière. Parce que je crois que quand on pense ce changement de concept et de nom, il faut qu'on continue d'avoir en tête ce qui vient guider le changement et les objectifs que l'on vise. Et au regard de tout ce que vous dites, on vise la lutte contre le pronostic, la lutte collective contre la souffrance, la lutte contre le stigma, la lutte contre l'exclusion sociale, contre les jugements, contre les discriminations. Et on vise également des groupes de population qui ne sont pas au même stade. Les usagers, les personnes directement concernées, les proches aidants et familles, les professionnels, les journalistes, les médias, etc. Et donc, je crois que considérant tout ça, pour ne pas parler de complexité, j'aurais tendance à garder en tête que le changement va porter en lui seul la pédagogie qui entoure les notions de rétablissement. Et peut-être que voilà, tout ça peut se faire progressivement, mais que ça arrivera probablement, en tout cas je l'espère, avant le changement de concept, qui peut-être suivra. Mais je crois que l'urgence est vraiment dans le changement des pratiques. C'est ce qui ressort et c'est ce dont également nous sommes intimement convaincus au CCOMS et le sens dans lequel on travaille. Donc voilà, c'était juste pour redire à quel point on mettait l'accent là-dessus, à quel point on priorisait également cet objectif-là, je crois, dans le travail que l'on mène ensemble. Ensuite, je voulais simplement finir par les étapes du groupe. Il y a eu une question posée par Patrick Le Cardinal sur le fait de pouvoir voter sur l'ensemble des propositions qui ont été faites, puisque c'est vrai qu'il y a eu la série des 3 webinaires, à chaque fois 3 interventions. Donc, on a maintenant un total d'un peu moins d'une dizaine de propositions. Il faudra que l'on voit si on relance une dynamique de recherche qu'on voulait faire, peut-être par, je ne sais pas, une méthode de Delphi, une méthode de consensus, que maintenant on a des propositions qui émanent vraiment de l'expertise, que chacun vous incarnez. Et qui ont été également proposées par les 2 précédents webinaires. Donc, je crois qu'on va quand même se reposer la question. Et puis, ce qui avait été convenu, c'était que l'on fasse une publication. Monsieur Roland a également évoqué la publication plus publique, la tribune, éventuellement dans un média. Mais on avait également la prévision d'une publication scientifique qui puisse venir relayer l'ensemble du travail élaboré au cours des webinaires et le travail de littérature et d'argumentaire qui justifie notre démarche et qui redit le sens dans lequel nous travaillons avec l'ensemble des priorités que l'on énonce ensemble. Donc, il y aura ce travail de publication. On va se reposer ensemble la question d'un travail de recherche pour ouvrir à la réflexion collective et peut-être solliciter l'ensemble des personnes concernées sur les propositions qui ont émané des webinaires. Et puis, la tenue d'une journée nationale que l'on ne perd pas de vue, prévue pour 2022. Initialement, on avait envisagé début d'année. On va voir en fonction des délais, du contexte sanitaire, mais on espère en tout cas premier semestre de l'année 2022 pour éventuellement faire venir également des internationaux, des personnes de l'OMS, et puis rendre public l'ensemble du travail qui aurait été fourni jusqu'alors. Voilà ce par quoi je voulais finir. Encore un très, très grand merci à toutes et tous pour la qualité de vos interventions, votre engagement. Et puis, merci également à l'ensemble des participants à ce webinaire. Il est 12h03. Je vous propose que l'on puisse arrêter pour tenir les délais. Et voilà, très, très bon appétit à tout le monde et très bonne journée également.